Bonjour et merci pour votre temps, ce temps que vous nous accordez maintenant et pour certains depuis 15 ans. Ça nous touche vraiment, euh, cet honneur que vous nous faites. Et on a plaisir à vous faire aussi, nous, honneur en élaborant le programme, comme Stani l'a montré, avec beaucoup de soin. Car on le sait, vos agendas débordent. Chaque heure compte. Et en plus, quand les années s'égrènent, comme pour moi, le temps se réduit, il n'y a plus de temps à perdre. De fait, tout va plus vite, tout change, tout bascule d'une seconde à l'autre, tout est à portée de main. Envie d'un livre, il est là demain dans votre boîte aux lettres ou à l'impose à la librairie. Un incendie démarre en Australie, il est sur votre écran, certains l'ont déjà vu. Ça va vite, toujours plus vite. Le temps s'accélère, lit-on dans la presse. Mais comme disait Stani, les années ne passent pas plus vite. Ce qui accélère, ce n'est pas le temps, mais le rythme des événements qui s'y déroulent. C'est l'histoire qui s'accélère. Bingo, Christophe. Pour preuve, quand tout s'arrête, c'est le vertige. Rappelez-vous du confinement. Ou de ce samedi 24 mars 2018 à Washington. Emma Gonzalez, une lycéenne de 18 ans, prend la parole à une tribune devant une foule considérable, des centaines de milliers de personnes, et puis elle s'arrête. S'ensuit un silence, un très très long silence. 4 minutes pour faire ressentir à la foule l'horreur des 380 secondes de la fusillade au lycée de Parkland. Et paradoxalement, dans le bruit du monde, c'est ce silence, ce coup d'arrêt dans la frénésie de l'époque qui va faire en sorte que son message parcourt le monde, va nous atteindre, nous bouleverser aux larmes peut-être, comme des millions de personnes. À côté du mouvement, l'histoire est aussi faite de pauses. Et pour explorer et questionner cette accélération de l'histoire, nous sommes ravis, cher Christophe, de vous accueillir. Ancien élève de l'École normale supérieure de Paris, vous êtes professeur de philosophie à l'Université Bordeaux-Montaigne, grand spécialiste de Hegel. Vous avez élargi vos recherches aux théories de l'histoire et à la question du temps dans la philosophie contemporaine. À cette fin, vous avez effectué des séjours de recherche au Center for Time de l'Université de Sydney et à l'Université de New York. Le temps, c'est votre affaire depuis longtemps et vos publications le cernent. Temps et liberté, le temps de l'urgence, temps de la nature, nature du temps. Enfin, il y a 3 ans, vous publiez au Seuil cet essai puissant, L'accélération de l'histoire des Lumières à l'Anthropocène. Vous y analysez, si je l'ai bien compris, ce concept d'accélération que nous prenons pourtant pour une évidence. Vous nous montrez que ce n'est pas seulement une réalité sociale ou technique, mais aussi une métaphore teintée de jugement. Peut-être parlons-nous d'accélération, pour oublier la perte de mémoire du passé, ou la dictature du présent, ou l'angoisse de l'avenir. Notre MGV, monde à grande vitesse, ne serait qu'un leurre, un antidouleur. Vous nous répondrez. Mais pour vous, Christophe, l'accélération n'est pas reine. Notre époque n'est pas faite d'un seul tempo effréné, mais aussi d'une polychronie. Un mélange de temporalité qui se côtoient, poids du passé, urgence d'un présent sursaturé, multiples visions de futurs possibles, le tout pimenté par la conscience nouvelle de l'Anthropocène, un temps inédit qui nous invite à nous resynchroniser avec le rythme de la nature et à saisir les responsabilités aussi énormes qu'exaltantes que cela convoque face au futur et à ses habitants. Cher Christophe, merci de nous aider à voir que même dans la frénésie, le temps reste pluriel, complexe et porteur d'avenir. C'est à vous et vous avez tout votre temps, ou presque. Merci Pierre de cette présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs pour cette invitation. Donc je dirais 2 mots de mon parcours. Je me suis intéressé à la question du temps depuis longtemps. Pour 2 raisons. D'abord parce que c'est une question qui touche la vie quotidienne, qui est extrêmement concrète. Et en même temps, c'est le paradoxe de Saint-Augustin, quand on cherche à le définir, ça devient très compliqué. Donc il y a une sorte de challenge théorique
qui m'a intéressé et que j'ai essayé de relever à travers les différents ouvrages. Alors ensuite, c'est un concept très, très polysémique, car en fait, il est diffracté dans plein de domaines. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans cette journée, on va parler du temps en relation à l'économie, les religions, la biologie, la géopolitique. Et le temps concerne aussi des questions liées à la physique et aux sciences de la nature. Donc je m'y suis intéressé. Je vous mentionne cet ouvrage que j'ai fait avec un philosophe des sciences, Philippe Hunnemann, parce que moi-même, je ne suis pas au départ philosophe des sciences. Et il faut savoir, j'en parlerai très peu aujourd'hui, parce que je vais surtout parler de l'accélération de l'histoire, mais que aux États-Unis, depuis au moins la deuxième moitié du XXe siècle, il y a tout un courant de philosophie of time, qui est un domaine de philosophie centré sur la question du temps, en relation avec d'un côté la métaphysique et de l'autre justement la philosophie des sciences. Donc c'est un peu de ça que parle cet ouvrage collectif. Et pour vous donner quelques idées de ces débats en fait en philosophie pure, vous avez des réflexions autour de la réalité du temps. Est-ce que le temps existe? Alors Stanislas a cité la phrase d'Einstein qui dit que le temps serait une illusion, c'est très débattu. Moi, je suis réaliste à l'égard de la question du temps, hein, même si je tiens compte évidemment de ce que dit la relativité. Vous avez des réflexions autour du passage du temps. Est-ce que le temps passe réellement ou est-ce que c'est une illusion psychologique, neurologique? Et si le temps est dans le passage, s'il y a un passage du temps, il y a des réflexions aussi autour de la flèche du temps. Est-ce que le temps va dans une direction qui est irréversible? Donc c'est les problèmes du voyage dans le passé. Et si le temps passe, est-ce qu'il passe du passé vers l'avenir ou de l'avenir vers le passé? Il y a aussi des débats à ce sujet. Ensuite, la question de savoir comment le définir, bien sûr, et également la nature du temps. Est-ce que c'est relatif à l'être humain ou est-ce que c'est une entité autonome au sein de l'univers? Voilà, donc ça, c'est des questions qui sont débattues. Une distinction intéressante à faire qui fait consensus à propos du concept de temps, c'est deux notions. D'abord, le temps applique la succession. Là, il y a quand même une sorte de consensus. Ça serait peut-être le noyau dur du temps. Qui dit temps dit succession. Mon intervention est avant l'intervention de ce soir. Et ça, aucune loi de la physique ne pourra le changer. Il y a une relation d'antériorité. Alors ensuite, en fonction de la relativité, la durée entre ce matin et ce soir peut changer, mais pas la succession. Et d'autre part, vous avez la distinction entre le passé, le présent et l'avenir, qui a une autre détermination du concept de temps, qu'il s'agit de définir. Et une des difficultés de la philosophie du temps, c'est de penser qu'il y a différence entre le passé, le présent et l'avenir, de savoir si l'avenir est indéterminé ou non, de savoir ce qui nous permet d'accéder au passé. Voilà, donc vous avez tout un continent philosophique autour de ces questions-là que je ne fais que esquisser, que je n'aborderai pas, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. Moi, je me suis intéressé à des aspects spécifiques de la question du temps, d'abord dans l'histoire de la philosophie, et ensuite, j'ai voulu essayer de penser des aspects du temps qui étaient liés à notre époque. Fidèle en cela à mon auteur sur lequel je fais ma thèse, Hegel, qui disait que la philosophie, c'est son temps saisi par la pensée. Donc pour Hegel, le travail du philosophe, l'un des objectifs de la philosophie, c'est d'essayer de concevoir son époque, de clarifier certains aspects de ce que Hegel appelait l'esprit du temps, le Zeitgeist. Et du coup, je me suis intéressé à l'urgence. Parce que l'urgence, c'était la question de l'usage du temps. Hein, au fond, comment on vit, comment on expérimente le temps. Et également la question des normes sociales du temps. Les normes sociales du temps, c'est-à-dire que l'usage du temps, c'est quelque chose qui est défini aussi, qui est construit socialement. Alors, je vous donne un autre exemple de normes sociales du temps. Du coup, je sors ma montre parce qu'il faut que je respecte les normes sociales du temps, en l'occurrence, qui sont mises en œuvre. Vous avez la question de la ponctualité. Être ponctuel, c'est important.
Et c'est positif d'ailleurs, parce qu'autrement on ne peut pas organiser ce genre de journée, ni faire des cours à l'université. Mais la ponctualité, c'est quelque chose de construit. Ça suppose tout un système de mesure du temps, de calendrier. Et dans certaines sociétés, ça n'a pas de sens ou un sens très très différent. Donc là, vous avez une norme sociale du temps. Mais moi, j'ai travaillé sur celle de l'urgence parce que c'est une norme que je subissais dans mon travail. Au sens, donc il y a le problème de l'urgence comme norme sociale, c'est la nécessité de se presser. C'est le fait qu'on doive optimiser le temps qui nous est imparti. C'est l'idée aussi de compression et de densification du temps. La compression, c'est le fait qu'on a un temps réduit pour remplir les objectifs qu'on doit remplir. Et la densification, on vous laisse le même temps, mais on vous met plus d'objectifs à remplir. Bon. Donc moi, je travaille à l'université, donc je ne suis pas le plus touché. Mais du coup, je me suis intéressé à l'urgence dans le monde du travail. Donc j'ai fait cet essai qui est reparu en 2025, j'avais fait en 2013. Dans ce travail, j'avais regardé des statistiques. Alors ça, c'est des statistiques de la DARES, Direction de l'animation de la recherche et des études statistiques, c'est le ministère du Travail en France, où on voit que finalement, près de la moitié des salariés se disent touchés par l'urgence, au sens où ils sont dans la nécessité de se dépêcher toujours ou souvent. Alors il y a des statistiques aussi au niveau européen, dans la fondation Dublin, Europhones. Donc on est dans l'idée que l'urgence, au sens de cette nécessité de se presser, d'ailleurs urgence vient du latin urgere, qui veut dire presser, est un phénomène assez étendu. Et finalement, c'est un paradoxe, parce que on observe au cours du XXe siècle, une grande augmentation du temps libre. Là aussi, il y a des mesures. Le temps libre est défini par le temps hors travail et hors sommeil. Donc on a plus de temps et en même temps, le sentiment d'urgence ou de manque de temps, tout simplement, augmente. Alors pourquoi ce temps libre a augmenté? Essentiellement du fait des législations sur la réduction du temps de travail, en Europe et ailleurs, et aussi de l'augmentation du temps de vie et donc du temps de retraite. Mais malgré tout, on a ce paradoxe, et c'est ça que j'ai essayé de travailler dans mon livre sur le temps de l'urgence. Et finalement, donc la question de l'urgence, c'est-à-dire le sentiment d'être toujours en retard, de devoir se presser, de manquer de temps, de voir son temps compressé, c'est une expérience individuelle, mais qui a des origines collectives, parce que c'est des normes sociales. On vous dit, il faut travailler de cette manière, vous avez du temps, il faut l'optimiser, et ce même parfois en vacances, où on est amené à densifier soi-même son propre agenda. Bon, et donc c'était quand même une expérience du temps au niveau individuel. Donc ce que j'ai essayé de faire avec la question de l'accélération de l'histoire, c'est d'inscrire cette tendance sur un temps plus long, et de voir cette expérience de l'accélération à un niveau plus collectif, plus global. Puisque je parlais de ponctualité, jusqu'à quelle heure 10h10, voilà. Bon. Encore une fois, les normes sociales du temps ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est de les identifier et ensuite de voir selon quels critères on peut les critiquer ou non. Bon. Alors, comme Pierre l'a rappelé, d'ailleurs, je m'intéresse à l'accélération de l'histoire parce qu'on ne peut pas parler d'accélération du temps. Si vous dites ça à un physicien, il va sauter sur sa chaise, puisque l'accélération, c'est l'augmentation de la vitesse en fonction du temps, et on ne peut pas mesurer le temps par le temps, donc il n'y a pas d'accélération du temps. Il y a une accélération de l'histoire. D'abord, j'ai trouvé cette expression, je vais y revenir, mais ça nomme plutôt le fait qu'il y a des processus historiques de fond qui accélèrent. Et il s'agit de les identifier et de les évaluer. Alors, ce que j'ai essayé de faire dans ce travail sur l'accélération de l'histoire, c'est un peu une nouvelle philosophie de l'histoire différente de celle des grands récits du 19e, justement à la Hegel, où on vous dit que l'histoire progresse
d'Orient en Occident, qu'il y a une téléologie, qu'on est arrivé à une fin de l'histoire. Tout ça, évidemment, c'est devenu un peu obsolète ou critiquable. Ce qui m'intéresse dans la philosophie de l'histoire, c'est de prendre un concept qui est dans l'air du temps, comme le concept d'accélération de l'histoire, l'idée que tout va plus vite, que ça s'emballe, d'en faire la généalogie, c'est-à-dire de savoir d'où vient cette idée. Et là, un élément assez intéressant qui vient d'ailleurs de la tradition allemande de l'histoire des concepts, c'est tout simplement de repérer où apparaît le terme ou l'expression, donc avoir un souci de terminologie pour essayer d'être un peu précis. Une fois qu'on a fait ce travail, un travail de sémantique, c'est-à-dire quels sont les différents sens qu'on attribue au concept en question, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'accélération de l'histoire, et enfin, un travail critique qui consiste à se demander si c'est réel ou non, et surtout la dimension normative, parce que parfois les gens disent mais accélération c'est catastrophique, ça ne va pas, ou l'inverse, c'est quelque chose de fantastique, et la question qui doit se poser, c'est au nom de quoi, selon quels critères on va ou non valoriser les phénomènes qu'on caractérise autour de l'accélération ou l'accélération de la société ou l'accélération de l'histoire. Alors, c'est de ça que je parlais maintenant. Donc, effectivement, je me permets de vous présenter à nouveau une de mes publications. J'ai essayé de synthétiser cela dans ce livre. Et alors, une des premières fois que j'ai trouvé cette expression accélération de l'histoire, c'est dans l'introduction des lieux de mémoire par Pierre Nora, donc grand historien, grand travail historique très très original. Donc entre mémoire et histoire, vous avez cette référence de Pierre Nora. Donc je vous ai mis quelques textes, voilà, sources, accélération de l'histoire au-delà de la métaphore. Parce qu'effectivement, c'est une métaphore, mais qui devient une sorte de concept, une notion. Il faut prendre la mesure de ce que cette expression signifie, un basculement de plus en plus rapide dans un passé définitivement mort. Et Nora a souvent repris cette expression, mais elle n'est pas de lui. En fait, l'origine de l'expression, c'est Daniel Halévy, qui a écrit en 1948 un essai sur l'accélération de l'histoire. Alors, Daniel Halévy, c'est un intellectuel, un essayiste qui a commencé au début du XXe siècle par être plutôt à gauche, favorable aux ouvriers, partisan de Dreyfus. Et puis, petit à petit, il est devenu très critique contre la Troisième République. Et durant la guerre, il a même eu des sympathies avec Vichy. Et finalement, il a atterri après à l'Académie française et il publie cet essai très critique contre ce qu'il identifie comme l'accélération de l'histoire, avec l'idée que pour lui, l'histoire s'est accélérée à partir de la Révolution française, qui est le début des problèmes qu'engendre ce phénomène et qu'il identifie en France, évidemment, mais aussi en Europe. Mais cette idée, en fait, est formulée par Halévy. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques de texte sur Internet, de terminologie, on rentre cette expression et il y a des courbes qui permettent de voir quand elle est employée. On voit que c'est à partir de l'essai de Halévy que cette expression accélération de l'histoire va être employée. Reprise par d'autres auteurs, des hommes politiques, des essayistes, des philosophes. Et chacun d'ailleurs la met à sa sauce. Ce n'est pas forcément au sens de Halévy, parce que l'essai lui-même n'a pas eu beaucoup de succès, c'est surtout le titre. Bon. Et alors, ce qu'on voit, c'est que cette idée d'une accélération de l'histoire, elle ne vient quand même pas de Halévy. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a mise en valeur, mais on la trouve avant. Et au fond, elle remonte à la fin du XVIIIe siècle, mais on la trouve sous la plume de Michelet, que Halévy cite. Déjà, donc, c'est un texte de Michelet qui date de 1872, histoire du XIXe siècle, où il écrit un des faits les plus graves. Alors pourquoi c'est grave, Michelet ne le dit pas d'ailleurs, et les moins remarqués, c'est que l'allure du temps a tout à fait changé. Il a doublé le pas d'une manière étrange.
dans une simple vie d'homme ordinaire de 72 ans, donc il parle de lui, j'ai vu deux grandes révolutions qui autrefois auraient peut-être mis entre elles 2000 ans d'intervalle. Alors ces deux grandes révolutions, c'est quoi? C'est la Révolution française évidemment, et puis c'est la Révolution industrielle. Et là c'est intéressant parce qu'on voit que l'idée d'accélération de l'histoire, finalement, elle va être liée à ces deux dimensions, politique et technologique. Je vais y revenir. Hein, c'est la conjonction de la Révolution française et de ses suites et de la Révolution industrielle qui va faire naître ce sentiment, hein, alors chez on va le voir, des écrivains, des historiens, que l'histoire s'emballe. Et donc le travail de Halévy, c'est de présenter vraiment, alors il fait une histoire de l'humanité à la louche, hein. Il commence à l'Égypte ancienne, mais son idée, c'est que finalement, ce qu'il appelle l'accélération de l'histoire, hein, rencontre ces deux phénomènes, à savoir une accélération politique, c'est-à-dire une augmentation des changements sociaux et politiques à partir de la fin du XVIIIe, et une accélération technologique également. Et donc ça m'amène à la question sémantique, avec l'idée que le sens de l'accélération, comprise comme expérience du temps historique, est d'abord un sens politique. Et du coup, on va le voir, c'est plutôt valorisé. Il y a un historien allemand, Reinhard Koselleck, qui a fait de l'histoire des concepts, et sur lequel je me suis appuyé, et qui a essayé de repérer l'origine des termes, des expressions de l'idée. Et il repère donc qu'à partir de la Révolution française, qui, en une dizaine d'années, va entraîner des bouleversements énormes, vous avez des intellectuels, des écrivains, des historiens qui commencent à se dire mais qu'est-ce qui se passe? L'histoire s'emballe. L'histoire va vite ou va trop vite, d'ailleurs, les différents jugements. Alors, c'est vrai en France, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Europe. Là, je donnerai surtout des exemples en France. Et donc, l'idée d'une accélération, c'est qu'ici, elle a un sens social et politique. C'est l'idée que le rythme des événements et des changements de la société augmente. Il y a une accélération du rythme avec donc une augmentation des mutations sociales et politiques dans des périodes toujours plus courtes. Alors, je donne quelques exemples de témoignages de cela, mais avec l'idée aussi que l'accélération à cette époque, l'accélération de la société, l'accélération de l'histoire, l'accélération des changements, est considérée de manière positive, comme une sorte d'impératif. Alors, il y a un texte de Robespierre, voilà, que Koselleck cite, dans un discours de Robespierre à la Convention. Il écrit « Les progrès de la raison humaine ont préparé cette grande révolution, et c'est à vous spécialement, hein, donc les députés, mais le peuple français, hein, qui a imposé le devoir de l'accélérer. » Donc il y a un impératif d'accélération au sens politique ici. Alors, je n'ai pas mis dans l'exemplier, mais il y a aussi un discours de Robespierre du 7 mai 1794, où il écrit « Le peuple français semble avoir devancé de 2000 ans le reste de l'espèce humaine ». Autre exemple d'accélération. Exemple aussi du petit complexe de supériorité du peuple français. Voilà, donc vous voyez cette idée qu'on va plus vite, on devance tout le monde. Bon. Ensuite, vous avez une réflexion de Lamartine aussi, qui avait vécu sous 8 régimes différents et des gouvernements en une dizaine d'années, et qui écrit « Il n'y a plus d'histoire contemporaine, les jours d'hier semblent déjà enfoncés bien loin dans l'ombre du passé ». Et je vous ai mis une citation de Chateaubriand que j'aime bien. En fait, Chateaubriand, il veut faire un essai historique, c'est-à-dire il veut faire l'histoire de son temps, une histoire du temps présent. Bon. Et il cherche aussi à faire des comparaisons entre son époque et l'Antiquité. Athènes, Rome, c'était assez à la mode à cette époque, ces parallèles. Mais il n'y arrive pas parce que ça va trop vite. Et dans la préface de l'essai historique de 1826, hein, il écrit
il me fallait effacer la nuit le tableau que j'avais esquissé le jour. Les événements couraient plus vite que ma plume. Donc ça, c'est vraiment l'idée d'expérience de l'accélération politique. Et alors le dernier exemple qu'on peut donner à ce propos, de cette idée du lien entre révolution et accélération, alors dans le cas de Chateaubriand, je pense que, vous voyez, il y a une appréciation plutôt critique. Alors il y a aussi une expression connue de Marx qui, elle, prend l'accélération en un sens positif, où il dit dans La lutte des classes en France que les révolutions sont les locomotives de l'histoire. Les révolutions sont les locomotives de l'histoire, c'est-à-dire elles permettent à l'histoire d'accélérer. Et du coup, il y a à la fois une valorisation de la révolution, un lien entre révolution et accélération, et pour finir aussi une métaphore qui nous amène à l'accélération dans sa deuxième signification, qui est l'accélération technologique. Donc, s'il y a eu ce sentiment d'une accélération de l'histoire qu'on repère et qui va se développer au cours du 19e puis du 20e siècle, c'est aussi parce qu'il y a eu cette conjonction entre une accélération politique et une accélération, disons, technologique, scientifique, avec la révolution industrielle. On a la conjonction de deux révolutions. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le terme de révolution a été appliqué à l'économie, parce que la notion même de révolution industrielle, je crois que c'est Adolphe Blanqui qui la formule au début, dans les années 1830, elle est aussi à interroger. Et cette révolution industrielle, elle va entraîner une accélération, elle va être liée à une accélération technologique qui nous amène au sens technologique de l'accélération de l'histoire, avec des éléments qui sont connus. Vous avez plusieurs aspects. D'abord, une augmentation de la vitesse des transports et des communications. Ça commence à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. D'ailleurs, il faudrait distinguer transport et communication. Donc là, les historiens ont bien documenté tout cela. Je donne juste un exemple qui est lié à la navigation. Au début du 19e, on met un nouveau allié en service aux États-Unis, le Clipper. Il fait le trajet entre New York et San Francisco par le Cap Horn, quand même 19 000 km, en 90 jours, au lieu de 150 à 90. Vous voyez, donc on divise par deux d'un coup le temps. Et on peut évoquer aussi le roman de Jules Verne, le tour du monde en 80 jours. Aujourd'hui, je pense qu'avec un avion, on fait le tour du monde en 48 heures, peut-être même moins. Donc on a l'idée d'une accélération au niveau des transports, une accélération bien sûr de la communication. Ça commence avec le télégraphe, donc, qui est inventé en 1837 par Samuel Morse. Le télégraphe, ça permet quand même des choses assez impressionnantes à l'époque. Par exemple, c'est un historien qui me disait, pour envoyer un message d'Angleterre en Australie, il fallait plusieurs mois. Avec le télégraphe, ça se fait en quelques minutes. Voyez, donc là, on a une compression du temps assez impressionnante. Et vous avez un auteur qui s'appelle David Harvey qui a fait un petit schéma pour montrer cette compression du temps au niveau des transports. C'est dans... oui, j'ai mis la référence The Condition of Post-Modernity. Si on mesure, ce qu'on fait en général, la distance par le temps, on voit que le monde se réduit de plus en plus. Et si on voulait mettre quelque chose ici aujourd'hui, je crois qu'il faudrait mettre un point, au moins du point de vue de la communication, puisqu'avec Internet, c'est devenu instantané. Du point de vue des transports, on n'est pas encore dans la téléportation. Il y a quand même des lois de la physique qui l'empêchent, mais on a quand même aussi une accélération, même s'il faut nuancer quand même l'idée d'une accélération technologique au sens où il y a des plateaux quand même. Si vous prenez les avions depuis les années 60, c'est à peu près la même forme, la même vitesse. Alors il y a eu le Concorde, oui, mais le Concorde a été abandonné. Alors il y a peut-être des projets d'hyperloop au niveau du sol qui iraient à 1000 km/h, mais vous voyez, il y a des moments quand même où l'accélération se calme et puis ça redémarre. Bon. Ensuite, le deuxième aspect de l'accélération technique, c'est l'accélération des cadences de production. Bon, ça, évidemment, je parle à des gens beaucoup plus spécialistes que moi dans le domaine. Je suis juste
Je me suis amusé à donner un exemple que j'ai trouvé chez un historien des sciences, François Jarige, sur la fabrication des cigarettes. Voyez, bon, je ne sais pas voilà, si ça a encore augmenté depuis le début des années 2000, mais on a ici l'idée d'une accélération, c'est-à-dire d'une augmentation de la vitesse de production. Et enfin, il y a un dernier aspect à mentionner, c'est qu'il y a aussi une augmentation à partir de la fin du XVIIIe siècle de la fréquence des inventions, à la fois des découvertes scientifiques et des inventions qui en découlent. Parce qu'il y a des inventions au Moyen-Âge, par exemple l'invention de l'horloge à échappement au XIVe siècle, c'est une révolution. Hein, mais ce qui caractérise la modernité, où on est, c'est que les inventions vont beaucoup plus vite en rythme. Et alors, parmi toutes les innovations qu'il y a eu dans la modernité, je pense que peut-être que c'est la locomotive, ce qu'on a appelé le cheval vapeur, c'est en tout cas la thèse de Koselleck, qui est vraiment le symbole de la modernité plus que l'horloge. Parce que l'horloge, elle est omniprésente dans nos vies, c'est vrai, dans la modernité, mais c'est un mouvement régulier. Alors que la locomotive, ça accélère justement. Hein. Donc c'est peut-être ça, au fond, la signature de la modernité, ou le symbole. Et c'est un exemple intéressant parce que la locomotive à vapeur, ça utilise le charbon. Le charbon, c'est de l'énergie. On sait aujourd'hui que c'est à l'origine d'une autre forme d'accélération, qui est le problème sur lequel je veux dire quelques mots aujourd'hui, le problème de l'anthropocène. Et vous avez un concept que j'ai découvert quand j'ai fait mon enquête, qui est le concept de grande accélération, The Great Acceleration, qui a été formulé par Will Stephen dans un ouvrage de 2015. Donc c'est un concept qui est postérieur à celui de l'Anthropocène, qui dit que tous les impacts ou toutes les activités humaines et les impacts destructeurs ou problématiques de ces activités sur la nature suivent des courbes qui ont des formes exponentielles ou qui ressemblent à des exponentielles, voire à des... Vous savez, on parle de courbes en crosse de hockey. Et ça, c'est ce qu'on appelle la grande accélération dans la littérature sur l'Anthropocène, The Great Acceleration. Alors bien sûr, vous savez que l'Anthropocène, c'est un concept qui a été remis en question par les géologues. C'est l'idée donc d'une nouvelle époque. Il y a eu un groupe de travail sur l'Anthropocène qui a proposé de faire de l'Anthropocène la nouvelle époque après l'Holocène dans lequel nous sommes. Et les instances internationales de géologie, c'était en mars 2024, ont rejeté le concept d'Anthropocène comme nouvelle époque géologique. Alors, cette époque était proposée à partir de 1950. Hein, donc, vous voyez, 1950, on l'a là. Et c'est aussi la date à partir de laquelle on situe la grande accélération. Hein, donc ça a été rejeté pour plusieurs raisons, et notamment parce que les géologues ont considéré que la période était trop courte. C'est-à-dire on est sur même pas un siècle, donc pour eux, à l'échelle de la géologie qui résonne en termes de milliers d'années, de millions d'années, c'était trop court, et aussi parce qu'il y a des débats sur le début de l'Anthropocène. Il y en a qui disent que ça commence dès le néolithique, d'autres que, moi je serais partisan de cela, ça apparaît plutôt à la fin du XVIIIe siècle, justement avec la révolution industrielle et l'usage des énergies fossiles comme le charbon. Voilà. Mais ce concept est maintenu, disent les autorités en question, pour son usage dans les sciences humaines, concept d'anthropocène, que c'est quand même un concept utile, hein, qu'on est dans l'époque de l'homme, l'époque où l'homme transforme la nature, d'une part, et d'autre part, le concept de grande accélération, lui est relativement accepté. Et par exemple, dans le 6e rapport de l'Agence européenne pour l'environnement, la notion de Great Acceleration apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont remplacé, je crois que quelque part, il y a les McDonald's, les restaurants McDonald's, non, c'est pas là-dedans. Donc ici, vous avez les tendances socio-économiques, et là les impacts. Dans certains, oui, au tout début, ils avaient mis ici l'augmentation du nombre de restaurants McDonald's. Bon, ce qu'on a dans les schémas plus récents, qui me semble essentiel, c'est la consommation de l'énergie primaire.
Voilà. La consommation de l'énergie primaire, elle aussi, elle suit une courbe exponentielle. En plus, parce qu'on a eu le charbon, l'utilisation du gaz et du pétrole. Il y a un historien qui a établi que l'humanité a consommé autant d'énergie dans le siècle qui vient de s'écouler que durant toute son histoire. Donc il y a quand même l'idée d'une orgie d'énergie qui pose problème et qui donc est intéressante à inclure dans la grande accélération. Et au bout du compte, on retrouve la question de l'urgence ici, puisque on est dans l'urgence climatique. Donc moi, dans mon livre, j'avais surtout étudié la question de l'urgence au travail, mais finalement, il y a des urgences qui sont importantes, qui ne sont pas moins l'objet de critiques, comme l'urgence médicale, évidemment, et le traitement des urgences dans ce champ-là, mais aussi l'urgence climatique, évidemment. L'idée qu'il faut accélérer les réformes en question, les moyens de lutter contre le réchauffement climatique, c'est une conséquence de la grande accélération. Voilà. Alors, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est au nom de quoi cette idée d'accélération a-t-elle pu être critiquée? Quels sont les critères? Alors, j'ai repéré trois types de critères. Dès le départ, on a reproché à l'accélération, dans ses différents aspects, d'être destructrice des traditions. Hein. Donc ça, c'est une idée qu'on trouve chez... alors, donc là bon, j'ai mis ça aussi, j'ai oublié de le signaler, pour vous dire que l'accélération n'est pas que l'objet de critiques. Hein. Vous avez ici une déclaration d'un des patrons de la Silicon Valley, Marc Andreessen, qui a fait fortune dans Internet, qui lui est accélérationniste. Hein. Il y a un accélérationnisme, un courant accélérationniste, et qui pense que la technologie va régler les problèmes de la technologie et qui se font donc accélérer les progrès technologiques pour sortir des problèmes, pour lui, de la plupart des problèmes dans lesquels se trouve l'humanité. Alors évidemment, ce techno-optimisme peut faire l'objet de critiques. Hein. Il est sans doute excessif, mais en tout cas, il existe et c'est important de le mentionner. Maintenant, je disais qu'on trouve par ailleurs donc, des éloges à l'accélération, mais on trouve des critiques. Alors, ici, vous avez une critique de Nora à propos de la critique de la tradition. Hein. Il parle de l'arrachement de ce qui restait encore de vécu dans la chaleur de la tradition, dans le mutisme de la coutume. Donc ici, vous voyez, vous avez une critique de l'accélération de l'histoire du point de vue du rapport aux traditions. Hein. Mais, donc je ne développe pas, je mentionne, c'est l'idée pour moi, c'est de dégager les normes à partir desquelles les discours se développent. Ensuite, le deuxième aspect, c'est on critique les phénomènes d'accélération parce que ça entraîne une perte de maîtrise. C'est l'idée que l'accélération, finalement, s'emballe et que surtout l'accélération technologique n'est plus sous contrôle. Donc, l'un des représentants de cela, c'est Hartmut Rosa, qui parle d'une spirale de l'accélération, qui dit que l'accélération s'accélère toute seule et que la politique a perdu le contrôle. Hein. Voilà. Il défend la thèse qui est discutable à mes yeux de la fin de la politique. C'est une thèse qui est problématique parce qu'elle est performative. C'est-à-dire, si vous dites que la politique n'a plus aucun pouvoir, eh bien, à ce moment-là, et qu'on ne croit plus en la politique, évidemment, ça va augmenter le phénomène de perte de pouvoir du politique. En tout cas, lui, c'est son constat. Il parle même de fin de l'histoire, de fin de la politique. Et donc, ici, on pourrait employer une métaphore qu'on trouve dans un film que j'aime bien qui s'appelle Unstoppable. C'est l'idée d'un train qui accélère tout seul. Il n'y a plus de pilote à bord. Mais vous avez déjà cette idée, me faisait remarquer un historien, à la fin de La Bête humaine de Zola, où vous avez une locomotive qui n'a plus de pilote et qui fonce. Bon, donc ça, c'est l'idée que l'accélération nous mène dans le mur parce qu'on n'a plus de contrôle. Et c'est vrai que parfois, l'accélération technologique donne le sentiment qu'on l'a subie sans la choisir. Moi, je ne suis pas technophobe du tout, je note 3 minutes, mais quand je vois le phénomène de l'IA,
je le découvre, je m'adapte, mais je veux dire, qui l'a décidé? Qu'est-ce qui fait que ça vient dans nos vies et de façon aussi rapide, aussi forte? Au fond, je ne vois pas de contrôle à ce niveau-là. Et donc, c'est un exemple d'une technologie qui progresse à très grande vitesse, qui apporte des choses positives, mais qui pose aussi des problèmes, sans qu'on ait le temps de se positionner, de décider quoi que ce soit. Voilà. Bon. Et sinon, le troisième argument contre l'accélération qu'on trouve à partir de la fin du 19e, c'est que l'accélération entraîne un accroissement des dangers. Et ça, on a ça à propos du chemin de fer, à propos des voitures. Il y a des gens qui disent attention, c'est très dangereux. Et finalement, on peut considérer que c'est un argument discutable, mais quand on regarde la grande accélération, on se dit mais si, il y a disons, des aspects de l'accélération technologique qui entraînent un accroissement des dangers pour disons, les conditions de vie sur Terre. Donc cet argument revient en force aussi. Alors, je dirais un mot en conclusion. J'ai parlé de polychronie, effectivement. C'est-à-dire, je pense que l'accélération existe, mais qu'il y a des contre-mouvements. Alors, je pense, dans mon livre, j'étudie ce que j'appelle le souci du passé, le développement du devoir de mémoire, l'intérêt pour le patrimoine, dont d'ailleurs il va être question à propos de la rénovation de Notre-Dame. Ce sont des modes de pensée, de rapport au temps, qui pour moi n'entrent pas dans le schème de l'accélération. Ensuite, il y a aussi des volontés. On est un peu dans ce cas de figure aujourd'hui de faire des pauses. On est dans ce que Rosa appellerait un îlot de décélération aujourd'hui, qui montre bien que tout le monde n'a pas la tête dans le guidon et n'est pas pris dans ce mouvement-là. Donc, il faut penser la temporalité de la modernité, à mon avis, de manière plurielle. Vous avez aussi ce que j'appelle le souci de l'avenir. Il y a un souci pour les générations futures qui commence à la fin des années 70 avec le livre de Hans Jonas, Principe responsabilité. Donc, ça, c'est des modes de pensée qui, à mon avis, n'entrent pas dans le schéma de l'accélération. Et je dirais que le problème aujourd'hui, pour conclure, ce n'est pas simplement le problème de notre rapport au temps, c'est le problème de notre rapport à l'espace, les deux étant liés. Et c'est l'idée que dans la lutte contre le réchauffement climatique, à propos de l'anthropocène, etc., il faut changer de nos modalités, à mon avis, dans le rapport au temps, mais aussi dans le rapport à l'espace, et considérer l'espace pas simplement comme un lieu d'exploitation, un lieu de valorisation, un lieu de ressources ou un obstacle à traverser, mais comme un lieu de vie pour des êtres humains et d'autres êtres vivants. Et ce qu'on voit émerger aujourd'hui dans les discours sur l'anthropocène, c'est le concept d'habitabilité. C'est-à-dire que l'espace doit être conçu à partir des conditions de vie et de l'habitabilité qui se dégradent évidemment avec l'anthropocène. Donc je dirais que la nouvelle utopie pour moi du XXIe siècle, c'est ce que j'appelle l'utopie, c'est-à-dire le souci du bon lieu, de considérer les espaces comme des lieux de vie avant de les voir comme des ressources à exploiter. Je vous remercie.